Bien, j'ai ouvert cette université d'été jeudi. J'ai ouvert cette université d'été jeudi en soulignant que nous devions certainement perdre cette habitude de regarder les personnes qui vivent avec une maladie neurologique et ceux qu'on appelle leurs aidantes et des aidants comme ayant seulement un vécu subjectif, un vécu passif de ces maladies, et à les regarder, surtout d'un point de vue éthique, comme des acteurs de ces maladies, comme porteurs d'un engagement éthique auprès de leurs proches, un engagement aussi dans leur façon singulière d'affronter et de s'affronter à une maladie, et porteurs de questionnements et de dilemmes. C'est de ça dont on a parlé pendant ces 3 jours. Il me semble, et c'est le sens de la séquence de cet après-midi, que nous devrions aussi arrêter de regarder les médecins, les soignants, au sens large, comme les seuls à avoir une responsabilité pour apporter des réponses aux maladies neurologiques évolutives en général et à Alzheimer en particulier. Alors bien sûr, Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques, la maladie à corps de Lévy, la dégénérescence frontotemporale, ce sont des maladies. Donc nous ne sommes pas de ceux qui pensent que ce sont des mythes, des constructions sociales, ce sont des maladies graves qui appellent des politiques publiques. On espère qu'avec un nouveau gouvernement, nous aurons bientôt une nouvelle politique publique dédiée en santé dans ce domaine. Et bien sûr, les professionnels de santé, les professionnels du médico-social et les bénévoles jouent un rôle fondamental dans l'accompagnement de ces maladies. Et pourtant, ces maladies, elles occasionnent aussi toutes sortes de handicaps. J'avais proposé il y a quelques années de parler à propos d'un certain nombre d'entre elles de handicaps cognitifs évolutifs. Elles occasionnent un certain nombre de handicaps et de situations de handicap qui appellent aussi un engagement de la société dans son ensemble et pas seulement de la médecine et des soignants. Vivre avec une maladie neurologique évolutive, quand on est malade, quand on est aidant, ça ne devrait pas conduire à des situations d'exclusion, que ce soit d'exclusion du travail, d'exclusion de la vie sociale. Ça ne devrait pas conduire à des situations de réclusion, et pourtant c'est encore parfois ce qu'on observe. Et pour arriver à lutter contre ces mécanismes d'exclusion, ça suppose de bâtir ce qu'on vous propose d'appeler des communautés accueillantes. On a, pendant quelque temps à l'Espace Éthique, on parle aussi parfois de société inclusive. Communauté accueillante nous parle plus parce que ça signifie qu'il y a quelque chose de très concret là-dedans. C'est une communauté de vie, c'est un quartier, c'est un voisinage, dans un immeuble, dans un quartier. Ça peut être des commerçants, des services publics, qui n'excluent pas, mais au contraire qui comprennent les manifestations parfois déroutantes de ces maladies, qui comprennent leur complexité et qui peuvent être en capacité d'aider concrètement quelqu'un qui est désorienté dans la rue, quelqu'un qui, sans un environnement et une communauté sensibilisée et accueillante, va très vite avoir de grandes difficultés à continuer à avoir une vie sociale. En parlant de communauté accueillante, on veut simplement dire que ce n'est pas un slogan pour nous. Société inclusive a parfois été vue comme un slogan. Ce n'est pas un slogan, c'est des actions concrètes qui sont bâties avec les malades et leurs proches. Et en amont de cette université d'été, il y a eu un forum citoyen où des personnes malades et des aidants sont venus expliquer, décrire à la fois les soutiens qu'ils trouvent déjà, et notamment à Marseille, par les actions qui ont été engagées, par les associations d'une part, et par les pouvoirs publics d'autre part, et par la ville notamment, et qui sont aussi venus dire les difficultés qu'elles peuvent rencontrer quand elles vont faire leurs courses, quand elles ont à se déplacer, pour avoir accès à certains services de santé et aux solidarités dont elles ont besoin. Donc une communauté accueillante, une communauté sensibilisée, c'est une forme d'attention réciproque. C'est l'idée qu'on va faire de nos vulnérabilités partager des forces et surtout qu'on n'affirme pas là un slogan et qu'on essaye de passer des questionnements aux engagements, même si c'est par de petites actions, des actions modestes au départ sur de petits territoires où on les expérimente, mais c'est cela l'ambition de ce qu'on essaye de faire ici. Donc je suis très heureux et très honoré d'accueillir Madame la Première Adjointe Michèle Rubirola et Anne-Marie Catanzaro, présidente de France Alzheimer Bouches-du-Rhône, et c'est Federico que j'invite à me rejoindre à la tribune, et c'est Federico
qui va animer cette séquence. Est-ce que Mathieu, tu veux bien, et Pierre, vous voulez bien nous rejoindre également? Oui. Donc Pierre Lecause, en tant que directeur de l'espace éthique région Sud et Corse, et Mathieu Secaldi, au nom de la Timone. Un grand merci. Alors, veuillez excuser Éric Berton qui nous a dit que pour des raisons personnelles, il n'a pas pu venir cet après-midi, et également François Crémieux qui était prévu et confirmé. Et c'est pour ça qu'on a demandé au professeur Secaldi, qui a la consultation mémoire de la Timone, de venir nous dire quelques mots sur à la fois... Aujourd'hui, on est la journée mondiale. C'est pour ça que, d'ailleurs, Anne-Marie Catanzaro, présidente de France Alzheimer 13, est aussi sur la tribune. Je voudrais vraiment te remercier, Anne-Marie, parce que c'est grâce à toi qu'on a pu aussi organiser cette université d'été. Aujourd'hui, beaucoup d'associations dans l'ensemble des territoires font des actions pour sensibiliser. Et cette séquence-là institutionnelle, on voulait vraiment te la dédier parce qu'on sait combien c'est important pour toi et pour l'association d'agir sur l'ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône. Donc on est extrêmement honorés, ravis et heureux de cette collaboration. Et le projet que tu es en train de porter à la fois, tu vas nous en parler, de ville aidante Alzheimer, et nous, avec ce projet de l'espace éthique, je suis persuadé qu'on va réussir à réaliser de très belles choses, même si, comme tu le disais, ce sont des petites choses, je suis persuadé qu'elles sont en tout cas très belles. Et Mathieu, si tu veux bien venir nous dire quelques mots. Alors, c'était pas prévu, donc on va le faire de manière un peu spontanée, mais à la fois sur la consultation mémoire, ton périmètre, ton prisme médical et l'ouverture de ces pathologies vers la cité et comment la société civile peut contribuer à aider à maintenir. On serait extrêmement heureux et on te remercie de cette prise de parole quasi instantanée. Et ensuite, on entendra effectivement Anne-Marie Catanzaro. Merci Federico. Oui, mais mes deux patrons n'étant pas là, puisque je suis universitaire et donc mon patron c'est à l'université M. Berton, et je suis aussi à la Sciences Publiques de Marseille, donc mon patron à la PHM c'est M. Crémieux. Je ne peux pas me substituer à eux et je ne me permettrai pas de me substituer à eux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le jour, la journée mondiale de l'Alzheimer, que j'ai la chance de coordonner le Centre Mémoire Ressources Recherche PACA Ouest sur Marseille, et que cette journée est très importante et je trouve particulièrement important qu'elle coïncide avec la dernière journée de vos universités et que ce thème de l'inclusion soit abordé. Alors moi évidemment je suis médecin et au début, très sincèrement, quand on est médecin et qu'on rentre dans la pratique médicale, surtout dans la pratique hospitalière, encore plus dans la pratique hospitalo-universitaire, le médico-social, on ne connaît pas du tout. Voilà. On est totalement coupé de ce monde, on n'a pas d'apprentissage là-dessus dans notre cursus. Mais quand on est dans le domaine dans lequel nous sommes, celui des maladies neurodégénératives, et particulièrement de celles qui entraînent des problèmes cognitifs, on ne peut pas faire du médical sans aborder la question de l'inclusion du patient que l'on a face à soi, parce qu'on est tout de suite confronté aux problématiques d'exclusion quand les patients viennent nous consulter. Je donne simplement un exemple, on connaît bien, il est un peu polémique, mais quand un patient vient nous voir et que nous faisons un diagnostic, nous devons immédiatement lui dire « vous arrêtez la conduite automobile en sortant de ce bureau, vous ne pouvez plus conduire ». Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de règles qui sont a priori protectrices de la société, qui sont potentiellement, qui peuvent susciter aussi une inclusion. Donc je suis ravi que l'université et que la Sciences Publiques de Marseille soit partenaire de cet engagement, et que, à la fois sur le plan de la recherche, de l'enseignement, mais aussi du soin, on essaie vraiment de favoriser cette nécessité de favoriser l'inclusion des patients
Ça fait partie de notre pratique quotidienne. Et donc, ce n'est pas du tout un artifice, c'est quelque chose de très naturel. Et je suis aussi ravi que ma ville, Marseille, s'engage également dans ce contrat, si je puis dire, et donc dans cette expérimentation. Et donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suscité cet échange. Merci à vous. Merci, Madame le maire. Merci beaucoup Mathieu, on te sait sensible particulièrement sur ces sujets-là de ville inclusive, donc on est vraiment très heureux de t'avoir ici à la tribune. Anne-Marie, quelques mots peut-être pour expliquer un petit peu la démarche en général et puis c'est ta journée mondiale, j'ai envie de dire. Donc la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Après 2 jours d'intervention d'un niveau frisant la haute voltige, je n'ai plus rien à dire, sauf qu'au-delà de la haute voltige, c'est situé la voix des malades et la voix des aidants. Donc ça me paraissait très important de les replacer au cœur du dispositif. Ce que l'on fait chez France Alzheimer, on le fait pour vous. On le fait parce qu'on est ancien aidant, on le fait avec des petits moyens et on le fait avec de grands appuis, Federico, l'espace éthique et tout ce qui va avec, on se sent très fort. Et puis on le fait avec du culot. Et donc moi je prends la succession de quelqu'un de très culotté qui s'appelait Madame de Sana. J'ai été son adjointe, sa vice-présidente pendant 22 ans. Et elle a été présidente nationale. Elle s'est fâchée avec le monde entier. Elle est morte de cette maladie. Et France Alzheimer a repris le flambeau. Nous sommes des zadistes à France Alzheimer, donc on continue à se battre et on tape avec nos petites mains à de très grandes portes. Et il s'avère que la porte de la ville de Marseille me paraissait inaccessible. Et puis, j'ai croisé Madame Rubirola. Je l'ai croisée d'abord à des rencontres, elle ne m'a pas vue. Elle était derrière moi. J'étais avec le neurologue Antoine Lejeune. On allait aux entretiens Alzheimer à l'Alcazar. Et puis, je l'ai vue avec des béquilles. Et elle venait d'être élue. Et elle n'était plus élue. Et je ne la connaissais pas. Je me suis tournée. Elle ne se souvient pas, peut-être. Mais j'ai dit, pourquoi vous n'êtes plus élue? Et elle m'a dit, parce que j'ai des béquilles. Mais elle n'était pas le maire, voilà. Mais les femmes, on veut être le maire quand même, nous. Nous, on veut être le maire, voilà. Mais bon, en tout cas, c'était cette première rencontre. Et par la suite, j'assiste au Conseil territorial de santé. Je vois son approche, je vois sa bataille. Et je me dis, celle-ci, elle me plairait bien comme interlocuteur pour mon projet, parce que ce projet est d'envergure. Alors, j'ai demandé, j'ai tapé aux portes, et puis elle m'a dit, mais essayez, faites le nécessaire. J'ai fait le nécessaire, et nous sommes là aujourd'hui. Merci Madame Rubirola, merci Madame la première adjointe. Et aujourd'hui, ce que l'on veut faire valoir dans ces chartes, c'est une charte, c'est un mot qui est un peu à deux, on ne va pas appeler Armelle pour qu'elle nous définisse le mot, mais nous on va le prendre sous l'angle de synonyme d'alliance. C'est une alliance, ce n'est pas un règlement, c'est une alliance d'engagement. Ces engagements, c'est de se dire, on partage un même point de vue sur un certain nombre de sujets, notamment la situation de handicap dans laquelle se trouvent des personnes qui ont été, comme tous les malades, qui tombent en maladie, et je n'ai pas le privilège de parler d'une maladie plus lourde que d'autres aujourd'hui, vu ce que j'ai entendu ces jours-ci. La maladie d'Alzheimer que je connais le mieux m'a mis dans une position d'aidant pendant 13 ans, tout en travaillant, etc. Et ce que n'a pas dit Vincent, c'est que ce malade nous a rendus plus forts et nous a donné envie de monter des projets, de se battre. C'est aussi le pendant de la situation des dents. Il y en a qui montent des associations, il y en a qui se lancent dans des livres, et il y en a qui reprennent des études. Bon, voilà. Je trouve qu'on vit une expérience d'amour qui se dit, mais pourquoi j'ai rencontré cette histoire-là? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et qu'est-ce que je vais en retirer? Ce qui fait que j'ai continué dans mon association depuis 22 ans.
Et puis, au départ de Marie-Odile, eh bien, je me suis mis à m'occuper non plus des papiers, mais de l'accueil, écoute des personnes. Et donc, j'ai dit, on va se territorialiser, on va aller un peu partout sur le territoire, parce que France Alzheimer, historiquement, nous sommes implantés à Aix. On a eu un fabuleux accueil de la ville d'Aix depuis 20 ans, mais j'ai dit tout le monde a droit à l'accès à cette association. Donc je suis à Marseille, je suis dans diverses villes. On crée des points d'accueil-écoute et j'ai écouté la population marseillaise, puisque c'est celle qui nous intéresse. Une population diverse, de quartiers divers, très, très, très respectueuse de l'association, comme si nous étions une grande institution. On essaie d'apporter ce que nous sommes, c'est-à-dire une association de famille. Ils rentrent dans notre famille. Et en 40 années, France Alzheimer a obtenu des avancées certaines par ses missions de base, qui sont des missions d'orientation, de communication, d'information et de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Les plans Alzheimer sont largement dus à l'association France Alzheimer. Les solutions, les outils qui ont été mis à disposition des aidants sont dus à l'action de cette association de familles rebelles. On a obtenu des réglementations, le congé d'aidants, on a obtenu les plateformes de répit, les accueils de jour, les hébergements temporaires. Aujourd'hui, il y a des centres de ressources territoriaux. Bon, tout dérape un petit peu, tout se mélange, c'est compliqué. Mais on a obtenu surtout les interventions non médicamenteuses. En l'absence de traitement, comment pouvait-on dire à une famille qui venait consulter son médecin, eh bien voilà, vous avez ceci, mais repartez, vous reviendrez dans 1 an ou dans 6 mois, et il n'y a pas de traitement. Donc, France Alzheimer a encouragé à financer des thèses de recherche, il y en a 200 à 300 aujourd'hui, pour faire avancer la recherche, mais aussi pour faire avancer les thérapies non médicamenteuses. Aujourd'hui, on en est presque arrivé, mais moi je ne suis pas médecin, hein, ce n'est pas mon métier, à les prescrire dans certains domaines parce que leur score est probant. C'est le cas du ping-pong, de l'équithérapie et aussi d'activités de type médiation artistique, j'en passe, la musicothérapie, mais tout ça n'est pas galvaudé, il faut que ce soit bien organisé parce que sinon le médecin ne vous le prescrira pas. Donc il faut que ce soit une organisation en bonne et due forme, comme un médicament, comme une posologie de médicaments. Et donc la ville de Marseille, très vite, nous a associés à des médiations artistiques. Je ne sais pas si Madame le maire, Madame la première adjointe le sait, mais nous sommes avec l'Opéra de Marseille, on est avec le musée de la photographie, accueillis dans des conditions techniques remarquables, la visite par un médiateur, la visite de quelques éléments d'une exposition temporaire, et ensuite un atelier pour faire travailler la réminiscence et les savoirs. Et voilà, on n'a pas fini, mais on a développé. Et puis l'autre secteur très porteur d'intervention non médicamenteuse en prescription, c'est le sport adapté. La ville de Marseille vient de créer une maison de sport adapté et nous avons déjà contacté ces personnes. On contacte aussi toutes les associations de sport adapté. On crée des petites relations d'amitié, de sympathie et j'oriente directement les personnes qui viennent me consulter, aidants et proches, vers mon petit interlocuteur, un petit 06. C'est très facile pour le patient. Et tout à coup, j'en ai vu qui sont venus aux universités d'été et qui m'ont dit, ça y est, j'ai contacté la personne, m'a inscrit dans un processus de sport et je vais démarrer, je suis très contente, etc. Bon, voilà. Donc, cette présence sur la ville se concrétise par une charte ville aidante parce que j'estime que quand des choses se font, eh bien, il faut labelliser. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le niveau national de notre union a inventé le label. Et donc, Marseille, qui est bienveillante, solidaire et fraternelle, peut être une ville aidante. Merci beaucoup, Anne-Marie.
On connaît ta ténacité, ton engagement, et merci tellement d'avoir parlé de Marie-Odile de Sana. Elle a tellement fait pour la cause Alzheimer. Je pense que Mathieu Secaldi, qui est là, peut en témoigner. Lorsqu'il y a eu le plan Alzheimer de l'époque de Nicolas Sarkozy, elle l'a porté au niveau national, au niveau européen. Je vois Michel qui est dans la salle. On est allé présenter, on était extrêmement fiers de ce plan Alzheimer dans tous les pays européens. Je ne vais pas faire de politique aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, on en garde un souvenir particulièrement ému, fort, et j'espère que cette dynamique au niveau national reprendra. Pierre Lecause, tu es professeur de philosophie avant tout et directeur de l'espace éthique région Sud Corse. Vous nous avez énormément aidés pour l'organisation de ces universités d'été. On a énormément réfléchi ensemble sur les thématiques, les ateliers. Un grand merci de votre aide et de votre soutien. Et on voulait vraiment qu'on puisse échanger et se dire collectivement qu'on s'engage auprès effectivement de la société civile pour mener des actions ensemble en faveur des personnes malades et des aidants. Et vous êtes, à notre sens, un acteur incontournable. Donc la parole est à toi. Là aussi de manière un petit peu improvisée, mais on te connaît, ta grande conférence a tellement impressionné tout le monde que je n'ai absolument aucun doute. Merci Federico, Madame le maire, Madame la présidente. Je suis en effet très heureux que Federico et toute son équipe aient pu choisir Marseille comme lieu d'épanouissement de cette magnifique rencontre pendant 2 jours, éclairée par le soleil généreux de Marseille. Alors, je suis le directeur, effectivement, de l'espace éthique. Je voudrais dire que très concrètement, l'espace éthique, c'est une structure prévue par la loi de 2012 et qui a élu domicile au sein du CHU de la Timone, ce grand hôpital de Marseille. C'est un espace qui incarne ce qu'on a appelé la démocratie sanitaire, c'est-à-dire que les patients, depuis la loi du 4 mars 2002, leurs proches, leurs familles, doivent pouvoir être impliqués dans les décisions qui les concernent. Et c'est l'une des vocations de l'espace éthique que d'accueillir le public, de permettre aux gens, aux proches, de venir, d'être accueillis et de pouvoir interagir avec des professionnels de santé, des philosophes, des sociologues, des psychologues, des juristes, dans un autre espace que le lieu dévolu aux soins, le lieu parfois un peu austère de la consultation. Donc pour nous, je dis nous parce que nous sommes nombreux ici dans cette salle de l'espace éthique. Je vois Armel, je vois Perrine, je vois Annie, je vois Marion, je vois Claire, tous ces gens qui sont des fidèles de l'espace éthique. Nous sommes là pour les Marseillais. Nous espérons aussi qu'avec la ville, les années qui viennent vont pouvoir nous permettre de consolider nos liens pour nous donner plus de visibilité. Et on a quand même une salle de conférence de 130 places, on a des bureaux, on a un centre de documentation. Et je suis sûr qu'on a un potentiel qu'on n'a pas encore tout à fait réussi à actualiser. Mais les gens m'en voudraient si je ne disais pas un mot d'éthique. Je voudrais rappeler la définition de Ricoeur. L'éthique, c'est la recherche ou la visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Dans des institutions justes, c'est-à-dire que la recherche du bonheur, la recherche de la vie bonne, de l'épanouissement, elle n'est pas pensable sans l'étayage institutionnel qui va lui permettre de se réaliser. Et donc, j'aime bien cette définition de Ricoeur parce qu'il inscrit l'institution dans la définition même de l'éthique. Et il me semble qu'on pourrait faire un parallèle avec la maladie, à savoir que le social est déjà dans la définition même de la maladie. À savoir que selon le degré d'investissement de la société dans la prise en charge, la maladie sera plus ou moins grave. Et donc,
il n'y a pas d'un côté la maladie et de l'autre le social, mais d'ores et déjà, au sein de la maladie elle-même, la société est engagée dans sa responsabilité. Et pour terminer par une petite note d'optimisme, je voudrais rappeler quand même que jusque dans les années 1980, quand il y avait une personne qui avait un handicap, on l'appelait l'handicapé. On parlait de l'infirme, qui a donné le mot infirmière. On parlait du cul-de-jatte. C'était un modèle de la tragédie personnelle. Vous aviez un handicap, c'est pas de chance. Et puis, la publication de référence de l'époque, ça s'appelait « adaptation ». Et donc, dans cette rhétorique de l'adaptation, l'individu handicapé devait faire l'effort de se rapprocher des attentes de la société. Et ça date d'il y a seulement quelques décennies. Ce discours-là a perduré jusque dans les années 1980. Et c'est seulement à partir des années 1980 qu'a commencé un long processus d'incorporation du social dans la définition du handicap. Et je crois qu'on peut formuler le vœu, parce que ici les responsables politiques sont présents, et l'espoir que ce qui s'est passé avec le handicap va aussi pouvoir se passer avec les maladies neurologiques, à savoir que la société se sentira d'emblée inscrite dans le destin des patients et des proches. Voilà, je vous remercie encore d'avoir participé à cette journée. Nous sommes très fiers, peuple marseillais, de vous avoir accueillis. Merci. Merci beaucoup, cher Pierre. Madame la première adjointe, je voudrais d'abord vous rassurer. Ce projet, on l'a imaginé avant tout, même s'il est ambitieux, avec beaucoup d'humilité. On va effectivement accompagner l'association France Alzheimer à mettre en place des actions. On va faire connaissance avec tout l'écosystème marseillais pour rencontrer les différents acteurs qui jouent déjà aujourd'hui un rôle important, et la mairie est un des acteurs principaux sur ces questions-là. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, faisons connaissance. Merci de votre accueil. Je crois que l'ensemble des participants qui nous viennent de France entière, on était plus de 560 personnes durant ces 3 jours, étaient particulièrement heureux d'être ici à Marseille. Donc merci de votre accueil. Merci de l'écoute attentive de vos services. J'ai trouvé vraiment que les référents qu'on a pu avoir ont compris l'objectif des enjeux qui sont à venir, ont été extrêmement sensibles à la diversité de ces maladies neuroévolutives, parce qu'on s'est focalisé avec l'ouvrage de Vincent sur la maladie d'Alzheimer, mais on parle aussi de la maladie de Parkinson, on parle aussi de la sclérose en plaques notamment. Et quand on a organisé ce forum citoyen avant l'ouverture de l'université d'été, avec des Marseillaises et des Marseillais qui venaient nous dire concrètement leurs difficultés, quand je vais faire des courses, il faut que je puisse accéder jusqu'au supermarché, il faut que je sois sûr que si jamais j'ai des troubles de l'orientation, un commerçant pourra peut-être me repérer, m'identifier, m'aider. Je dois me sentir en sécurité quand je me promène dans mon quartier. Donc tout ce qu'on vous propose de faire avec l'association France Alzheimer, c'est de vous apporter notre soutien, de sensibiliser ces acteurs de la société civile qui côtoient tous les jours des personnes malades, mais qui ne sont pas des spécialistes de la prise en charge. Ils ne savent pas comment repérer ces pathologies et surtout comment agir. Alors on ne demande pas du tout d'argent à la mairie. On demande juste de l'énergie pour nous aider à contacter et à convaincre les forces vives du territoire de faire partie de l'aventure et d'être locomotive pour qu'on puisse faire que dans 3 ans, on puisse dire Marseille a été vraiment une ville pionnière pour l'accueil, la bienveillance des personnes qui sont atteintes de ces pathologies et de leurs proches. Vraiment un grand merci de votre accueil et faisons connaissance. Alors avant tout, merci pour vos mots à toutes et tous.
Je suis arrivée enfin, et à la fin de l'intervention du médecin, de Vincent, et c'est vrai que je me suis vraiment reconnue dans ce qu'il disait, parce que moi je suis encore plus âgée que lui, il est très jeune, et c'est vrai que la prise en charge des maladies neurodégénératives, bon, on savait la maladie, on dépistait les symptômes, mais après on était un petit peu largué sur ce qu'il fallait faire, à part les adresser aux spécialistes. C'est vrai que tout le versant social, inclusion et tout ça, on n'en parlait pas. Je me rappelle, moi, en cabinet, avoir eu une patiente, je me disais, j'étais jeune médecin, tout jeune installé, il me semble quand même qu'elle a des troubles, mais d'abord, dans les études, on n'en parle pas trop, on survole. Hein. Quand on est médecin généraliste, mais vraiment, j'étais un petit peu désemparée, et vite, j'ai envoyé au CHU, et puis je savais plus. Donc, bravo pour tout ce qui a été entrepris depuis. Moi, c'était juste, j'étais installée juste après les années 81, hein, puisque j'ai passé ma thèse en 81. Donc, ouais, voilà. Donc, écoutez... Mesdames et messieurs, vous donnez un gros challenge là à relever. Alors c'est vrai que l'énergie on l'a, la volonté on l'a, le service on l'a bien embarqué derrière, et comme je suis médecin, je leur en demande peut-être beaucoup pour tout ce qu'il faudrait faire dans le domaine de la santé. Puisque la santé, c'est pas que la maladie, c'est agir aussi sur tous les déterminants de santé. Donc je leur en demande beaucoup. Heureusement que vous ne demandez pas d'argent, parce que tout le monde le sait, la ville de Marseille n'a pas beaucoup d'argent, et si on en avait, on les mettrait, et ça c'est certain. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, et c'est toujours des règlements de compte entre élus pour en avoir un petit peu plus pour sa délégation, parce qu'on a tous envie de faire. Donc on va faire au mieux, et ça vous pouvez avoir la garantie. Donc c'est vrai que la journée mondiale... Alors après je me recadre un petit peu sur le discours, parce que sinon je vais parler, et voilà. Donc la journée mondiale d'Alzheimer est l'occasion de prendre conscience de la manière dont les maladies neuroévolutives affectent non seulement les personnes qui en sont atteintes, mais également leurs proches et plus largement l'ensemble de la société. Alors, même si je savais un peu, je fais comme si je ne savais pas, parce que le premier chiffre qui a attiré mon attention en France, c'est le nombre de personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. Plus d'1 million. Donc c'est aussi 1 million d'histoires familiales dont nous parlons. Des histoires familiales rythmées par les flux et les reflux de la mémoire. 1 million de façons de s'adapter pour faire face, d'accompagner le plus loin possible celui ou celle qui paraît s'en aller. Un second chiffre qui m'interpelle, c'est 60% des accompagnants pensent qu'ils risquent de devenir maltraitants. Donc, près de 2 millions de personnes qui devront composer avec leur conscience, leur éthique, et souffriront de l'isolement face au dilemme. Et ces deux chiffres démontrent que nous ne parlons pas simplement d'une maladie, mais bien d'un fait de société qui doit donc être porté au débat public. Et cette dimension sociale a été au cœur des universités d'été, et je tiens à féliciter chaleureusement l'espace éthique pour le succès de ces journées. Vous êtes arrivé depuis 2011 à créer un véritable rendez-vous annuel, prônant une vision de la santé à laquelle je crois. Une santé inclusive qui reconnaît la richesse des réflexions du patient et de ses proches pour penser la maladie, afin d'adapter les parcours de vie aux humains plutôt qu'à un système de soins. Je crois en effet qu'en tant que médecin, militante et citoyenne, que l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ne doit pas être une affaire de spécialistes, comme je l'ai connu moi au début de mon installation. C'est au contraire une question collective et sociale. Un défi qui se pose à nous de réaffirmer le droit de ces personnes à la dignité, à l'autonomie et au respect de leurs choix, notamment lorsque la maladie semble leur retirer progressivement leur libre arbitre. Je porte la conviction que la santé est un sujet qui doit être soumis au débat public. Et je suis une fervente partisane de toute démarche qui humanise nos pratiques. À Marseille, c'est bien la voie de, vous en avez parlé, de la démocratie sanitaire que nous avons choisie, que j'ai choisie, parce que j'ai voulu porter vraiment fortement la création du premier conseil communal de santé de France en 2021.
et je vous engage, madame, à venir le rejoindre. Parce que nous portions, mais je porte toujours, l'ambition de construire avec les acteurs de terrain une politique de santé publique plus égalitaire, plus transparente, avec et pour les habitants. Vous savez, souvent, quand on a une responsabilité, on a conscience de certains problèmes et on apporte les solutions. Mais les solutions, ce ne sont que nos solutions. Et les solutions, j'ai toujours dit, ne sont bonnes que pour ceux qui les portent. Donc c'est avec les autres qu'on doit faire, avec ceux qui savent, ceux qui vivent avec. Moi, dans ma vie antérieure, mais je pratique toujours un petit peu, je pratiquais l'éducation thérapeutique du patient. Donc quand vous parlez d'alliance, moi je parlais d'alliance thérapeutique à cette époque-là. Donc vraiment, je comprends tout à fait comment il faut travailler pour mettre en place des politiques publiques de santé. Ce n'est pas nous qui avons la solution, c'est la co-construction des politiques publiques que nous devons faire. Au même titre que ces universités d'été qui se clôturent ce samedi, je perçois des dynamiques citoyennes comme une amorce d'un idéal de société inclusive que nous devons viser. Toutefois, ni la concertation, ni la réflexion, ni le symbole d'une journée mondiale d'Alzheimer ne peuvent suffire. Nous devons en effet nous ancrer dans une démarche engagée et concrète. C'est pour ça que je suis ravie, et merci de m'avoir rencontré, d'être revenu me voir, parce que ce n'est pas ce que nous allez solliciter qu'on s'empare des problèmes. Parce qu'on n'a pas conscience de tout ce qu'il y a à faire. Puis des fois, c'est tellement énorme. Voilà. Donc je suis ravie et honorée de signer la charte Marseille Ville Alzheimer aidante et accueillante aux maladies neuroévolutives, aux côtés de l'espace éthique régional et de l'espace éthique national de France Alzheimer, d'Aix-Marseille Université et de la PHM. Bien sûr, comme vous l'avez dit, madame, nous n'avons pas attendu la signature de cette charte pour nous engager. Je sais par exemple que France Alzheimer 13 et l'espace éthique régional participeront au grand village santé que nous organisons du mercredi 9 au samedi 12 octobre au parc Bougainville, pour aller aussi dans des quartiers où personne peut-être n'y va assez. Donc à lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé, c'est la boussole de mes politiques publiques. Donc c'est là-bas que nous allons aller. Mais je pense aussi que nous avons besoin d'un engagement collectif pour aller plus loin et avancer sur l'inclusion des malades dans le territoire, pour sensibiliser la société civile, pour lutter contre l'isolement. Et en tant que première adjointe à la ville de Marseille, en tant que médecin et citoyenne, je m'y engage. Donc vous avez parlé des interventions non médicamenteuses. Bien sûr, c'est la clé, c'est une des solutions. Et vous l'avez dit, les actions culturelles que notre adjoint à la culture soutient, puisqu'on travaille en partenariat, puisque la culture est pour nous un des déterminants de santé, l'accès à la culture. Nous avons ouvert, et nous allons l'inaugurer prochainement, et vous serez invités, à la maison sport santé municipale, la première sport santé municipale qui existe. Et je suis rentrée en contact avec des associations qui s'occupent de patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et ils nous ont demandé s'ils pourraient venir, parce qu'ils ont des problèmes de salle parfois. Donc bien sûr, il y a tout ça, ce travail partenarial qui va être mis en place. Mais aussi avec mes équipes, nous réfléchissons aussi à qui l'ouvrir, puisque c'est une maison qui s'adressera aux patients, bien sûr, porteurs de pathologies, mais aussi aux aidants. Il y a tout un volant que nous devons travailler avec les aidants. C'est pour ça que je vous sollicite de venir au conseil communal de santé, où vous rejoindrez des associations, des professionnels de santé, des individus, où ensemble vous nous ferez remonter les problèmes pour qu'on puisse trouver des solutions. Donc je conclurai mon propos en exprimant ma sincère reconnaissance à l'attention de toutes celles et ceux qui, au quotidien, œuvrent dans cette direction. Les soignants, les bénévoles, les associations et bien sûr les proches aidants, souvent invisibles, mais pourtant si indispensables. Grâce à vous, les malades ne sont jamais seuls. Ensemble, en ce jour de mobilisation, faisons de Marseille une ville exemplaire, une ville de solidarité consciente et réfléchie, une ville prête à relever le défi de société que nous impose cette maladie. Et je vous remercie. Merci Florence. Madame la première adjointe, un grand merci de vos mots. On a été rassurants, vous avez été extrêmement rassurante également. On est extrêmement ouverte que vous nous ouvriez les portes de la ville de Marseille.
tout cet écosystème, parce que si on est venu à Marseille, c'est parce qu'aussi il y avait tout un écosystème qui était dynamique et déjà engagé, et on savait que les énergies allaient forcément foisonner pour la mise en place de ce beau programme. Vous avez dit que, au-delà des symboles, il fallait des actes. Je pense que les symboles sont quand même extrêmement importants. Alors, je vais appeler Fabrice Xil, directeur de l'espace éthique, à nous rejoindre. Et vous nous avez parlé effectivement de la charte à la fois ville aidante de l'association France Alzheimer et de la charte d'engagement pour la mise en place et la mise en œuvre d'actions concrètes avec l'espace éthique maladie neuroévolutive. On s'était dit que pour la symbolique, une photo avec une vraie charte serait fort de sens et de puissance. Donc je vais vous inviter. Alors, professeur Secaldi, je crois que vous nous avez dit que vous n'aviez pas autorité délégation pour signer. Donc disons qu'on va être dans la symbolique. En tout cas, j'invite le professeur Secaldi, bien évidemment Anne-Marie Catanzaro, Pierre Lecause pour l'espace éthique, et ensuite vous, Madame la première adjointe. Alors Fabrice, est-ce que tu veux bien m'aider pour dévoiler notre charte d'engagement, ville Alzheimer aidante et ville accueillante aux maladies neuroévolutives? Je pense qu'on peut applaudir. Et bien évidemment, le stylo. Je vais m'effacer pour la photo. Je regarde. C'est bon. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir. Alors Mathieu, tu vas avoir 2 lignes à signer symboliquement. Je vais marquer par ordre. Voilà. Merci beaucoup. Pierre pour l'espace éthique à Quatorze. Anne-Marie pour France Alzheimer. Et Fabrice. J'invite l'ensemble des partis. Un grand merci à vous.